Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 L'Actu. En 26 minutes, nous allons faire le tour de l'actualité locale. Mais d'abord, les titres de ce mercredi 29 janvier. Les chiffres de la délinquance sont maintenant connus dans le département. À noter une augmentation des cambriolages et des infractions économiques et financières. Le maire de Coignières sera candidat à sa succession. Henri Pailleux est élu maire donc depuis 89. Il va briguer un nouveau mandat. C'est l'invité de cette édition. Un trésor du XVIIe siècle découvert dans l'église de Magny-les-Hameaux. Les travaux de rénovation ont mis à jour un tableau que l'on croyait être une copie et qui s'avère être un original. Les explications dans quelques instants avec Philippe Luez. Mais nous ouvrons tout d'abord cette édition avec l'image du jour, celle de Caroline Fruchot, que nous avons suivie hier lors de l'étape régionale qualificative pour le championnat de France du dessert, championnat qui aura lieu à Nice en mars prochain. Eh bien, il y avait 7 candidats et parmi eux, cette étudiante du lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines en spécialité pâtisserie. Eh bien, Caroline doit se contenter malheureusement d'une 2e place. Eh bien, ces desserts à base de poire n'auront pas totalement séduit le jury qui ont préféré les agrumes. Mais bonne chance donc à cette étudiante qui se destine à une carrière en France, mais aussi à l'étranger. Et son portrait complet sera à retrouver demain, jeudi, dans l'émission Fileco, présentée par Claire Cambier. Félicitations tout de même à cette étudiante du lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, on continue, on passe à une information santé. Nous en avons parlé dans l'émission Check-up. Octobre Rose, c'était l'opération consacrée à la lutte contre le cancer du sein. Elle a eu lieu en octobre dernier. Nous avions suivi en particulier le travail mené par les centres socioculturels et les ateliers sociolinguistiques de Trappes. Eh bien, une exposition retraçant les différentes animations menées pendant ce mois d'Octobre Rose est actuellement à découvrir dans les centres de la commune. Pour les participantes, l'expérience semble avoir été très positive. Je vous rappelle que cette maladie, le cancer du sein, touche une femme sur 8. Et nous écoutons à ce sujet Isabelle Bertrand. Je vois qu'elles ont intégré complètement les messages du dépistage tous les 2 ans, à partir de 50 ans. Aller voir régulièrement sa gynéco sont des choses qu'elles portent et que les hommes portent, parce qu'il y avait des hommes aussi dans les groupes et qui ont vraiment témoigné en disant qu'ils ne voulaient pas parler de cela parce que c'était pour eux un sujet intime. Et maintenant, ils en parlent librement et se sentent pris dans le dépistage organisé et puis comme ayant une place en tant qu'hommes auprès de leur mère, leur fille et leur compagne. Un tout autre sujet maintenant, pas de mieux sous le ciel de la délinquance. Dans les Yvelines, un rapport sur l'action de sécurité en 2013 vient d'être présenté en préfecture. 73 464, c'est le nombre de faits constatés. Et parmi ces faits, à noter une augmentation du nombre de cambriolages de plus 14%. Les escroqueries et les infractions financières et économiques ont également progressé, elles, de plus de 13%. Mitigé, c'est ainsi que le préfet a qualifié le bilan sécurité 2013 dans le département des Yvelines. Le point noir, ce sont les cambriolages en progression de 14%. Cette augmentation était principalement concentrée sur le premier semestre et un peu moins sur le second semestre, ce qui pourrait laisser croire que les efforts que nous avons faits en la matière commencent à porter leurs fruits. Mais nous verrons évidemment dans le courant de l'année 2014 si c'est le cas. Il y a 3 types de cambrioleurs. Un tiers des cambrioleurs sont le fait de résidents du département. Un tiers de cambrioleurs résident dans la région Île-de-France et un tiers de cambrioleurs viennent de plus loin et plus particulièrement, pour un nombre d'entre eux, d'un certain nombre de pays d'Europe centrale. En parallèle de ces chiffres, des taux d'élucidation qui augmentent avec de nouveaux moyens de coordination. Des groupes d'enquête professionnels ont par exemple été constitués. J'ai voulu spécialiser, moi, des équipes. La police nationale a fait exactement la même chose. Des équipes de lutte contre les cambriolages, des enquêteurs qui travaillent exclusivement sur ces phénomènes avec de bons résultats. Et finalement, lorsque vous voyez tout ce qui est indicateur d'activité des services, en gendarmerie, nous avons une hausse des taux d'élucidation. Nous avons 15% de faits élucidés en plus. Les atteintes aux biens, nous avons une hausse de l'ordre de 2% de notre taux d'élucidation. Associé à cela, une réponse judiciaire plus forte. Les comparutions immédiates sont en augmentation en 2013 de 15%. Nous en faisons environ 6 par jour ouvrable au tribunal de Versailles, ce qui est un chiffre assez élevé, ce qui correspond à la volonté de réprimer rapidement et fermement les comportements les plus graves, mais aussi les plus simples.
Tous les cambrioleurs majeurs sont déférés devant le tribunal en comparution immédiate. Tous les cambrioleurs mineurs sont déférés devant le juge pour enfants. 40% des interpellations se font sur appel à 17. Donc nous continuons à attirer l'attention des voisins pour dire si vous constatez quelque chose de pas normal dans votre voisinage, n'hésitez pas, appelez le 17. À côté des cambriolages qui progressent, l'autre préoccupation, ce sont les violences physiques, les conflits de voie publique et les conflits intrafamiliaux. Les escroqueries et les infractions financières et économiques liées au développement d'Internet sont en progression de près de 14%. Enfin, dernière infraction en hausse liée cette fois aux stupéfiants. Entre 2010 et 2013, les trafics et reventes ont augmenté de 109%. Autre point noir soulevé lors de la présentation de ce rapport, les chiffres de la sécurité routière. Le nombre d'accidents est en baisse de 7%, le nombre de blessés en diminution, celui des tués sur la route est stable. Toutefois, les responsables pointent du doigt les 15 piétons tués cette année. Il n'était que 4 en 2012. Voilà, et puis vous reliez cette thématique. Avez-vous le sentiment d'être en insécurité? C'est la question que nous sommes allés vous poser, notamment dans les rues de Montigny et Le Bretonneux. Vos réponses au micro d'Étienne Dang. Oui, sur Montigny, je me sens en sécurité. Oui, j'ai jamais eu de problème. Je rencontre pas de gens bizarres dans la rue, donc j'ai vraiment pas de problème avec ça. Oui, mais enfin, il y a quand même à refaire quand même. Hein. Ouais, il y a des fois, il y a des bandes, des fois, c'est vrai que quand ils sont plusieurs, c'est vrai qu'ils font leur manin, quoi. Moi, je ne vois rien d'anormal. Oui. Hein? À Paris, on a peut-être des cambriolages, mais ça, c'est question de police. Oui, je me sens en sécurité. Ouais. Je suis tranquille quand je me promène dans la ville. Plusieurs fois, je vois passer les voitures de police, ça me rassure. Mais moi, personnellement, je trouve ça calme à Montigny-le-Bretonneux. Okay. Voilà pour les réactions des habitants à Montigny-le-Bretonneux. On va partir maintenant du côté de Coignères. Henri Pailleux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Coignères depuis 1989. Et vous... Non, 86. 86, pardon, oui. Et vous sollicitez un nouveau mandat. Vous serez opposé, pour l'instant, vous n'avez qu'un seul concurrent, c'est Didier Fischer. Alors d'abord, j'aurais une première réaction sur les... On a entendu les chiffres de la délinquance. Est-ce que vous avez l'impression que ce thème de l'insécurité pourrait être au centre de la campagne des municipales à venir ? Non, je n'ai pas le sentiment que cela puisse être un thème de campagne, parce qu'à Coignères, finalement, comme dans toutes les communes, je dirais, à notre dimension, il y a des problèmes comme partout, mais je dirais que de ce côté-là, je suis quand même assez rassuré aujourd'hui. Il y a eu plus de problèmes il y a une vingtaine d'années qu'il y en a aujourd'hui. Je vais rappeler le résultat. C'est vrai que vous avez été élu en 2006, c'était à la suite du départ du maire, et réélu Monsieur Robert Vian, oui. Robert Vian, tout à fait, et réélu en 2008, dès le premier tour, avec plus de 61% des voix, face à la candidate d'hiver gauche, Marie-Claude Renaud. Alors, ma première question, donc vous êtes maire de la commune de Coignères depuis 1986. Qu'est-ce qui motive à repartir pour un nouveau mandat ? Ben écoutez, ce sera un 6e mandat. J'avoue que j'ai sérieusement réfléchi pour savoir si je devais y retourner à nouveau, et je pense que j'ai encore de grands services à offrir à la ville de Coignères et aux Coignériens. Vous n'avez pas peur un peu de l'usure du pouvoir ? Non, pas spécialement. Je dirais que j'ai toutes les facultés intellectuelles pour poursuivre, et comme je vous l'ai dit, j'ai des services à rendre, et je continuerai à les rendre. Je suis en politique depuis 1958 avec le retour du général de Gaulle. Je suis ce qu'on pourrait appeler un gaulliste social, donc un séguiniste, un filloniste aujourd'hui, pour nous retransplanter, je dirais, à l'époque à laquelle on est. Donc j'ai pris cette décision donc, de repartir une nouvelle fois pour un 6e mandat. Alors, vous avez dit que vous aviez quand même réfléchi à l'envie ou pas de repartir. C'est vrai qu'autour de vous, dans les communes alentours, on voit un certain rajeunissement de la classe politique, notamment avec Pierre Sélincourt à la Verrière, qui a passé la main en cours de mandat. Encore Georges Mougeot à Maurepas, qui a annoncé que lui ne se représentait pas. Est-ce que vous n'avez pas eu envie, à un moment donné, où la question ne s'est pas posée, de passer la main en cours de mandat? On avait évoqué la candidature de votre première adjointe, Josiane Gorgibus. Oui, la question s'est posée, c'est vrai. Josiane Gorgibus, ma première adjointe, donc, qui est en retraite aujourd'hui depuis maintenant 4 ou 5 ans, eh bien, alors que je pensais qu'elle pouvait effectivement prendre le relais, eh bien, m'a expliqué qu'elle souhaitait se retirer pour profiter de sa retraite. Et que voulez-vous que je dise à ça ?
C'est un regret quand même. C'est un Elle regret. était très impliquée sur la C'est un regret parce que j'estimais que Josette Georgibus avait les qualités et avait la compétence et l'expérience. Donc elle ne sera pas présente sur votre liste. Elle ne sera pas présente sur ma liste. Avant de vous demander comment vous allez mener campagne, et puis vous avez dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur Coignères, je voudrais qu'on écoute Valérie Pécresse, c'est la présidente départementale de l'UMP, et la question qu'on lui a posée, c'est pourquoi l'UMP ne vous a pas donné son investiture pour les élections municipales, et puis je vous ferai réagir après, vous allez voir, c'est assez court. On écoute Valérie Pécresse. À Coignères, Henri Pailleux n'a pas souhaité d'investiture et donc nous n'avons pas reçu de demande d'investiture sur Coignères. Voilà, alors c'est net, on n'a pas reçu de demande d'investiture. Pourquoi vous n'avez pas sollicité d'investiture UMP ? Eh bien, tout simplement parce que la liste Coignères-Démocratie que je mène, qui a été créée par Robert Vian en 1977, eh bien, les principes de cette liste, c'est que nous ne faisions pas de politique à Coignères. Depuis 1986, je n'ai jamais, dans Coignères, distribué le moindre tract pour appeler à voter pour un tel ou un tel, bien que, et tout le monde le sait à Coignères, je suis RPR, je suis aujourd'hui UMP, mais j'estime que dans une ville, on va dire à taille humaine, 4500 habitants, eh bien la politique, je dirais, ne peut que gâcher la convivialité que je souhaite mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle, donc, je ne sollicite pas d'investiture. Ni UMP, ni d'autres investitures. Ni rien du tout, dès l'instant où c'est politique. Et d'ailleurs, je dirais, mes colistiers sont parfaitement avertis. Je les sélectionne sur des critères qui sont des critères locaux et non pas sur des critères politiques. Il est peut-être possible que dans ma liste sortante, j'ai peut-être des gens qui sont de sensibilité de gauche. Je n'en sais rien. Donc ça ne m'intéresse pas. Vous allez la définir, votre liste, alors? Eh bien, ma liste, c'est une liste, on va dire, on peut la cataloguer, si on veut, de divers droites, dans la mesure où j'ai sur ma gauche, je dirais, un candidat du Parti socialiste. Et voilà. D'accord. Mais en dernières élections, alors cantonales, de mars 2008, puisque vous étiez conseiller général, même vice-président du Conseil général, vous l'aviez pourtant cette investiture. Alors, ah oui, mais il y a une différence entre une élection cantonale et une élection municipale. C'est une élection, c'est de la politique. Non, c'est pas une élection. Je dirais qu'une élection municipale, c'est une liste. Alors qu'une élection cantonale, c'est un candidat. C'est tout à fait différent, d'une part. Et d'autre part, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on rentre là, je dirais, dans une élection cantonale, dans le cadre d'une élection, on va dire, politique, et un candidat qui n'a pas d'investiture n'a strictement aucune chance, je dirais, de passer, ou extrêmement peu. D'accord. On va revenir sur Coignères. Quel regard vous portez sur le travail accompli sur Coignères? Vous dites qu'il y a encore des choses à faire? Parce qu'on a vraiment l'impression d'un équilibre entre le côté village, effectivement, parce qu'il y a quand même assez peu d'habitants à Coignères. Quand on traverse votre ville, c'est pas ce qui peut sembler, parce qu'il y a tout un fort développement économique. Qu'est-ce qu'il y aurait encore à faire? Oui, c'est une ville effectivement extrêmement atypique. 4500 habitants, c'est une ville de taille, on va dire, relativement modeste. Mais par contre, depuis 1986, je travaille, je dirais, sur le développement économique de la ville pour une raison simple. C'est que j'ai réussi ce développement. Il faut savoir quand même qu'en 1986, parmi les villes les plus riches du département des Yvelines par habitant, Coignères était au fond de la classe. Aujourd'hui, j'ai réussi à la hisser, après 30 ans d'efforts, à la deuxième place. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire, à la deuxième place parmi les plus riches du département. Le résultat de tout ça, c'est quoi? Ce sont les impôts 2 fois plus faibles que dans tout le secteur. Ce sont des services à la population, je dirais, extrêmement importants, à des tarifs, je dirais, qui défient toute concurrence par rapport à ce qui se passe à côté. Et voilà le résultat, donc. D'ailleurs, votre opposant, Didier Fischer, donc, qui est candidat socialiste, dit qu'en matière de fiscalité, vous avez encore fait le choix de baisser les impôts. Absolument. Ils sont encore baissés. Absolument. Et il dit que lui, c'est électoraliste. Bon, j'ai fait des efforts extrêmement impressionnants pendant 4 mandats, ou 5 mandats, je ne sais plus où j'en suis. Et là-dessus, il se trouve que le mandat 2008-2014 est un mandat tout à fait exceptionnel parce que je n'ai jamais autant développé et fait d'investissements dans la ville que ces 6 dernières années. Tout ça est dû justement à la richesse que j'ai réussi à créer sur Coignères. Est-ce que c'est pas surprise, je dirais, lors du vote du budget préventif 2013, j'ai eu la surprise, après avoir financé tous les investissements que j'ai faits et ceux qui sont encore en cours de réalisation, qui sont financés, j'ai eu la surprise qu'il me restait de l'argent.
J'avais la possibilité éventuellement de baisser la dette, oui, mais la commune de Coignères a une dette extrêmement faible, d'une part, et les emprunts que j'ai faits, le dernier emprunt que j'ai fait de 4 millions d'euros, est un emprunt pour financer des équipements qui vont servir à des générations. Et donc j'ai estimé, d'ailleurs c'est le rôle un petit peu de l'emprunt dans le cadre d'une gestion communale, eh bien c'est qu'il n'est pas normal de faire supporter à une seule génération l'ensemble des investissements que l'on fait qui vont servir aux générations suivantes. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, comme j'avais de l'argent qui me restait, que je n'avais plus de besoin particulier en investissement, eh bien, j'ai décidé donc de baisser les impôts de 10%. En disant ça, vous faites certainement rêver d'autres maires. Oui, absolument. J'ai décidé donc de les baisser de 10% d'une part, mais également de baisser tous les services offerts à la population, les garderies, les centres aérés, les classes de neige, les autres séjours de neige qu'on offre également à des jeunes, je dirais, dans le cadre d'une activité qu'on a créée sur la ville. J'ai baissé tout cela de 10%. Également. Ouais, c'est le point principal de votre programme. Merci en tout cas, Henri Pailleux, d'être venu sur le plateau du 7-8 L'Actu. Puis je rappelle que vous êtes candidat à votre succession sur la ville de Coignères, dont vous êtes le maire depuis 1986. Absolument, et je vous remercie d'avoir reçu. Merci beaucoup, Henri Pailleux. Allez, direction maintenant Montigny-le-Bretonneux, au sein de l'espace Saint-Quentin. Alors vous vous en souvenez certainement de l'ancien cinéma Gaumont. Eh bien, ces salles vont bientôt renaître, puisqu'elles vont accueillir un bowling, celui qui était auparavant implanté dans le centre commercial des SkyWest. Anthony Reich fait le point pour nous. Les 15 pistes sont déjà installées. Débutés en octobre dernier, les travaux du nouveau bowling donnent forme ici à l'espace central et à la future salle de réunion ouverte aux entreprises et aux associations. Après, c'est toute la décoration finale. Là, pour l'instant, on a terminé tout ce qui était ventilation, installation comment on appelle ça, de la climatisation. Après, il y a tous les tests à mettre en route. On a déjà fait les sanitaires. Auparavant implanté au centre commercial SkyWest, le bowling s'apprête à s'installer dans l'ancien complexe de 6 salles de cinéma Unimontin sur près de 2000 mètres carrés. Il y a 2-3 salariés de Bowling Star qui étaient déjà salariés de l'ancien établissement qui vont reprendre. Pour le reste, ce sera de l'embauche locale. L'entrée principale donnera sur le quai François Truffaut. Pour ceux qui se souviennent, cette entrée correspondra à l'une des anciennes sorties proches de la médiathèque du Canal. Il y aura également des billards pour les amateurs. Le bowling devrait ouvrir ses portes fin février. Allez, on quitte Montigny-le-Bretonneux pour une découverte inattendue en l'église Saint-Germain de Paris, de Magny-les-Hameaux, pris depuis un siècle pour une simple copie. Eh bien, un tableau représentant Saint-Jérôme s'est avéré être un original, une œuvre du maître italien Guido Reni. Olivier Maniscalco et Elodie Moine. Une découverte historique pour Magny-les-Hameaux. C'est en 2012, alors que les archives du Conseil général des Yvelines font l'inventaire des biens de l'église Saint-Germain de Paris, qu'un tableau, censé n'être qu'une simple copie, est mis en restauration. Pourtant, à l'automne dernier, le diagnostic tombe et il est inattendu. Le tableau représentant Saint-Jérôme est un original du XVIIe siècle, une œuvre inestimable du maître italien Guido Reni, un trésor qui demeurait dans l'anonymat. La première fois que j'ai eu l'occasion de venir dans l'église pour faire le recensement des objets intéressants, j'avais bien repéré ce tableau, mais effectivement, pour moi, c'était une copie du 19e siècle. Bon, il faut voir que le tableau était accroché en hauteur. Donc, difficile d'estimer la qualité de la peinture lorsque le tableau est accroché à 2,50 m ou 3 mètres du sol. Une fois l'âge du tableau déterminé par les restaurateurs, les archives du département ont fait appel à des spécialistes de la peinture italienne pour certifier son origine. Déjà présent dans l'église à l'inventaire en 1905, une enquête a été lancée pour déterminer comment le Saint-Jérôme serait arrivé à Magny-les-Hameaux. La question reste ouverte. Effectivement, soit ce tableau est arrivé au XIXe siècle parce qu'un riche collectionneur, une famille pouvait l'avoir chez lui et avoir voulu donner le tableau à l'église pour faire plaisir au curé, pour faire plaisir au maire, ou ça peut très bien être aussi un tableau offert dès le XVIIe siècle en référence à ces autres ermites qui vivent à quelques kilomètres de l'église. Pour des raisons de sécurité, le tableau est pour l'instant conservé dans un bureau de la mairie. Pour venir l'admirer, il vous faudra attendre son retour à l'église et le début des visites prévues le 1er mai prochain.
Voilà, puis je vous rappelle que sur le site internet, vous pourrez aussi retrouver l'explication complète de Philippe Luet qui a beaucoup de choses à dire sur ce fameux tableau. La Maison de la Poésie à Guyancourt a organisé un week-end d'écriture mené par l'artiste Tristan Félix. Les participants ont découvert le monocondyle. C'est un style graphique byzantin datant du Xe siècle. Aurélia Debussy, Jonathan Wildman. D'un seul trait, voilà la seule consigne donnée au cours de l'atelier d'écriture mené par Tristan Félix. Sur le thème du monocondyle, une signature enchevêtrée faite de boucles et de courbes, les participants s'exercent à un style graphique datant de l'époque byzantine. C'est en effet au cours du Xe siècle qu'apparaît cette forme d'écriture dont l'objectif est de rendre la signature inimitable lors d'actes authentiques. Pour Tristan Félix, le tracé imaginaire et improvisé agit comme un révélateur de l'inconscient. Une signature dont le trait continu fait émerger ce que l'on est. L'identité est quelque chose qui me passionne, qui me taraude. Je me prénomme Tristan Félix, c'est évidemment pas parce que je suis une femme. Mon nom, c'est un nom de plume, un nom d'artiste. J'ai une vingtaine de pseudonymes aussi. Et je pense qu'on est une foule, on est tous pluriels. Mais pour l'organisation sociale efficiente, on nous attelle ou on nous attribue une identité et une seule. Cette idée de retrouver un fil qui parfois dans la vie de chacun a été rompu. Et il faut s'amuser ou muser à retrouver ce fil-là sans le lâcher. Voilà. Et à occuper sur cet espace de la page, qui est un rectangle, occuper le plus grand espace possible en poursuivant ce fil le plus loin possible, dans les recoins inexplorés, parce que dans la vie, on est attelé, comme je vous le disais, à des métiers, à des fonctions, et on n'explore pas tous les recoins de ce que l'on est. On n'active pas toutes les personnes que l'on est, la foule qui sourd en nous. Voilà. Et c'est l'occasion comme ça de se dire, en s'inspirant d'un modèle ancien. Un modèle ancestral qui ouvre une voie à un nouveau mode de développement personnel. Toutes les stratégies qui permettent d'ouvrir un espace et d'ouvrir un champ sur l'inattendu, justement, et ouvrir toujours des portes, et ce qui est intéressant pour se développer au sens large. La Maison de la Poésie à Guyancourt accueille pour son prochain week-end d'écriture, les 8 et 9 février, la poète dramaturge Claude Bert. L'atelier sera dédié à l'univers des héroïnes. Voilà, c'est vraiment étonnant. Allez, on termine cette édition avec la 3e édition du rallye de la Nocturne à Versailles. C'était ce week-end dernier. Des passionnés d'automobile pour qui les voitures anciennes sont des reines éternelles. Anthony Reich les a rencontrés. Jean-Marc et Nicolas ont dévalé les routes yvelinoises à bord d'une Jaguar de 1955. Pour ces passionnés, ce bijou de mécanique n'a absolument pas sa place dans un musée, mais bel et bien sur le macadam. On continue à les faire vivre, ce qui est beaucoup plus important parce que vous avez derrière nous une voiture qui n'a jamais été restaurée, qui est une voiture qui a couru dans toute une partie de sa vie et qui continue à courir. Elle sera au Mans Classique, elle a été au Mans Classique dans les années passées. C'est des voitures qui continuent à vivre. Évidemment, on ne s'improvise pas spécialiste de Simca, de coccinelle et autres 4L. Cette passion se transmet de génération en génération. Ça vient de mon grand-père qui avait une bonne collection, qui a transmis la passion à mon père et voilà, ça se transmet de père en fils. Donc voilà, depuis que j'ai 15-16 ans, je suis dedans à fond, bricoler tous les week-ends. Sur ce rallye d'une centaine de kilomètres répartis en 2 étapes, le chronomètre n'avait pas d'importance, seul comptait la qualité de la navigation des équipages. C'est l'esprit club, c'est pouvoir se déplacer ensemble à des vitesses à peu près comparables, ce qui fait que les gens arrivent à se suivre. Et puis c'est la découverte. Hier soir on a eu une épreuve de nuit, on a roulé jusqu'à peu près minuit et demi, quelque chose comme ça. Et là il faut s'orienter de nuit, c'est assez compliqué, la lampe de poche dans les dents pour lire le roadbook. Mais ça fait partie du jeu, c'est très sympa. Toujours aussi sympa. L'année dernière il y avait de la neige, les conditions étaient moins bonnes. Là au moins c'était dégagé, c'était sympa. Très très bien. À refaire. L'arrivée est souvent le pire des moments car la chevauchée s'arrête. Il faut alors ranger ces vieilles dames au garage jusqu'à leur prochaine parade.
Voilà, le beau bruit du moteur. Allez, ce 7-8 Actu est maintenant terminé. Merci de votre attention. Dans quelques instants, vous retrouvez le kiosque, l'émission culturelle présentée par Aurélia Debussy. Demain, retour du 7-8 L'Actu en direct à 18h avec Wilfried Richy. Il sera bien évidemment question de l'inauguration du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis en plateau également avec nous, Valérie Pécresse, la présidente départementale de l'UMP. Je vous souhaite une excellente soirée.